Merci d'être à notre compagnie sur New World TV avec ce cours de théâtre à la Cour pénale internationale. C'est la principale actualité de ce 15 janvier 2019. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés par la CPI et pour cause absence de preuves suffisantes pour établir la culpabilité de l'ancien président ivoirien et son lieutenant. Plateau spécial avec nos invités sur ce plateau. Jean-Claude Drokessé, président du Parlement africain de la société civile, Aimé Adi, directeur exécutif d'Amnesty International, et puis maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Aimé Adi, vous avez la parole. Ce procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est intervenu à un moment où la Cour pénale internationale est affublée de critiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la CPI reste encore garante d'une justice internationale libre? Je crois qu'à ce stade, pour l'instant, c'est l'institution que nous avons dans le domaine du droit international pénal pour ce fait. Et maintenant, quant à son utilité, j'ai toujours dit que l'essentiel et ce qui est important, c'est qu'au moins elle soit dissuasive. Si au moins elle joue déjà ce rôle, c'est déjà un pas. Maintenant, quant à son avenir, son devenir, cela dépendra bien sûr, comme c'est une institution appartenant aux États, de déterminer les modalités et le fonctionnement de la CPI. Je l'ai dit dans ma première intervention ici, qu'il s'agit ici de la collaboration et de la coopération. Donc, c'est comme les Nations Unies, le PNUD de tout. Si les États refusent, par exemple, de collaborer ou de coopérer, je pense qu'une institution comme les Nations Unies ne pourront pas avoir les moyens d'agir. Donc, la CPI, pour moi, a été faite pour répondre à un besoin. Maintenant, si les États africains, au niveau régional du moins, parce que même si c'est au niveau national, il y a des enjeux politiques qui empêchent, je pense qu'au niveau régional, ils peuvent prendre des initiatives qui peuvent rendre la Cour pénale internationale à long terme inutile. Je donne par exemple l'exemple de la Cour de justice de la CEDEAO. Je pense que c'est une institution qu'on commente très peu. Mais si vous voyez bien les décisions de cette juridiction, c'est quand même des signaux forts qui vont quand même dans le sens quand même d'une institution qui, même si ce n'est pas encore ouvert à toutes les formes de crimes comme ce qu'on a au niveau de la CPI, au moins donne un espoir que les pays africains quand même peuvent s'organiser pour donner une certaine opportunité aux victimes de pouvoir contester leur propre autorité devant une juridiction régionale. Donc, pour moi, c'est à ça qu'il faut arriver. Mais il y a quand même d'autres types de propositions qu'on a eues sur la table il y a de cela 2 ans lors du sommet de l'Union africaine où les chefs d'État ont voulu adopter un autre protocole, le protocole de Malabo, dans lequel ils voulaient créer une juridiction du genre CPI mais au niveau africain. Mais en s'accordant une immunité. Donc ça a posé un grand débat et je pense jusqu'alors qu'on n'a pas pu aboutir à la mise en place d'une telle institution. Donc oui, bien sûr, il faut aboutir à quelque chose de très régional qui réponde à notre propre besoin, mais il ne faut jamais donner l'immunité à soi-disant à des chefs d'État parce que pour moi, il reste encore des citoyens, surtout quand on est dans une situation de crime contre l'humanité. Alors, justement, Jean-Claude, est-ce que pour vous, la CPI joue-t-elle efficacement la mission qu'elle a assignée? Pour l'instant, je pense que la CPI est beaucoup limitée. Je voudrais aussi dire que pour ce qui concerne la survie de cette CPI, les décisions de la CPI sont des décisions de justice. Mais pour sa survie, il faut forcément une décision politique. Je le dis parce qu'elle dépend fortement des Nations Unies. Et vous savez que les pays comme les États-Unis font partie prenante des Nations Unies, même pas de la CPI. Ils n'ont pas ratifié le traité de Rome. Le traité de Rome. Et donc ça fait qu'on a une CPI très handicapée, et qu'il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Et vous voyez qu'un État peut décider du retrait de la CPI. Et vous avez vu l'exemple de la Côte d'Ivoire dont nous parlons aujourd'hui. Une fois Laurent Gbagbo et Blé Goudé transférés à la CPI, en Côte d'Ivoire, on a dit ça suffit, c'est bon. Nous ne pouvons plus envoyer d'Ivoiriens à la CPI. Nous ne voulons plus collaborer. Donc, évidemment, l'efficacité de la CPI même dépend souvent d'une décision politique de nos différents États. Et ça handicape sérieusement cette Cour. C'est clair. Et aussi, il faut aussi retenir que le juge lui-même, quand il veut se débarrasser, bien évidemment, du politique pour pouvoir aller vers les décisions de justice, on a un très bon résultat. Mais nous sommes déçus pour ce qui concerne Louis Moreno Ocampo, qui est bien évidemment le premier procureur
qui a été, nous l'avons vu, impliqué dans beaucoup de choses pas claires. Et nous avons vu également aussi qu'il a très mal conduit et ficelé le dossier Laurent Gbagbo. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire et à redire sur la CPI. Maître Sosa, il y a beaucoup de choses à dire sur la CPI. Est-ce que vous avez le sentiment que, avec ces différents procès, aujourd'hui, celui de Laurent Gbagbo, la CPI renforce-t-elle davantage son image d'une justice internationale impartiale ou elle s'enfonce davantage? Incontestablement, elle remplit sa fonction de justice internationale. De justice internationale. Impartiale, c'est toujours une question à double entrée pour moi. Tout à l'heure, M. Hadi parlait du protocole de Malabo en déplorant qu'il n'ait pas abouti parce que les chefs d'État voulaient s'assurer d'abord une immunité pour eux-mêmes. Mais devant la CPI, c'est le même principe. M. Netanyahou, M. Erdogan, M. Poutine ou M. Trump ne seront jamais poursuivis devant la CPI. Donc il y a déjà un système d'immunité pour certains. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je dis, dans son procédé même, il y a un problème. Et la CPI serait une justice internationale complète le jour où tous les États seront à égalité considérés comme membres et que ce qui se passe dans tous les États sera justiciable et que tous les ressortissants de tous les États du monde seront à égalité devant elle. Là, oui, on aurait une justice internationale satisfaisante. Oui, mais Maître Sosa, même ceux qui n'ont pas ratifié le traité de Rome créant la CPI peuvent voir leur pays ou certains de leurs concitoyens devant la CPI sur avis du Conseil de sécurité des Nations Unies. On revient là sur la question principale. Parce qu'en réalité, le Conseil de sécurité est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un système international qui fonctionne à huis clos entre quelques personnes, enfin quelques États qui sont présélectionnés pour diriger le reste du monde. Alors quand il s'agit d'eux, tout leur est permis. Quand il s'agit des autres, ce sont eux qui décident. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Ayons toujours à l'esprit ce qui s'est passé en Irak. Et je ne comprends pas pourquoi les exactions commises par l'armée américaine en Irak seront impunies parce que les États-Unis font partie du Conseil de sécurité et qu'ils ne sont pas signataires. Avec droit de veto, il faut le souligner. Mais bien entendu. Alors, c'est là le problème. Donc il n'y a pas de justice internationale satisfaisante. Aimé Hadi, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec les propos de Maître Sosa. C'est pas tant que je ne suis pas d'accord, mais il faut préciser quelque chose. C'est-à-dire que vous savez très bien que les textes n'engagent que leurs propres signataires. Donc quand les gens sont membres des statuts de Rome, donc effectivement, ils sont directement liés à la Cour pénale internationale. C'est pour cela que d'ailleurs, même certains États ont choisi de quitter. On ne force personne d'y rester. Donc, quand un État n'est pas membre, et donc forcément, on ne peut pas lui imposer les provisions des statuts de Rome. Donc, il y a ça. On comprend, hein. Moi, je ne suis pas naïf sur les questions des droits de l'homme ou des questions humanitaires. Non, on n'est pas naïf. Il y a de la politique derrière. Mais tout de même, moi, je me dis, je m'intéresse à ce qui se passe d'abord chez moi. Les Irakiens, que les Irakiens prennent leurs responsabilités. Et on verra, parce que la plupart du temps, ici en Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont livré leurs propres frères à la CPI. Il n'y a que le cas de Béchir du Soudanais qui n'a été livré que par le Conseil de sécurité. Donc, mais alors les critiques selon lesquelles Aimé a dit, les critiques selon lesquelles la CPI serait-elle en train de mener une justice de cartes, ne sont-elles pas fondées selon vous? Ça peut être fondé selon la lecture qu'on fait de la situation. Je vous dis que la plupart des dossiers que vous avez devant la CPI, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont décidé de livrer leurs frères. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes une juridiction, on vous livre quelqu'un, vous allez dire nous n'en prenons pas. Et qu'est-ce que vous faites alors? Donc pour moi, c'est ce que j'ai dit, la grande réflexion, au lieu de s'en prendre à la CPI, de faire son procès, il vaut mieux plutôt réfléchir à la réponse que nous, en tant qu'Africains, nous pouvons apporter pour la résolution de nos propres crises. Alors, Jean-Claude, quelle réponse apporter? Oui, sur cette question, je voudrais dire que je ne suis pas entièrement d'accord avec le frère quand il dit qu'il y a des États qui sont signataires et des États qui décident de ne pas être signataires. Même les États signataires ne collaborent pas, n'aident pas. Je prends l'exemple du dossier du jour, d'ailleurs, de la Côte d'Ivoire. On a vu une Côte d'Ivoire qui signe le protocole parce que juste on a besoin d'envoyer Laurent Gbagbo à La Haye. Et dès que Laurent Gbagbo part à La Haye, on reste signataire du protocole, mais cependant, on ne veut plus que l'Ivoirien se trouve à la CPI. Il y a un problème. Vous êtes signataire et vous dites, nous ne voulons pas qu'un Ivoirien soit à la CPI. Mais il y a problème. Il y a problème. Et c'est ce qui se produit. Bien évidemment, quand
eh bien, on se rend compte que ce pays indexe notre pays, tout de suite, on a envie de quitter. Ou alors, on trouve des raisons pour bien nous barricader, de sorte que notre cas, où nous-mêmes ne soyons pas poursuivis. Il y a problème avec la justice, mais les Africains ont un problème avec la justice. Si nous ne voulons pas avoir de problème avec la justice, il faut bien gérer nos États. Il faut faire de sorte que tout ce qu'on appelle crime contre l'humanité ne soit pas partie prenante de notre manière de gouverner nos États. Il faudrait que nous pensions plus développement, mais si nous intéressons bien évidemment à faire la chasse d'abord à nos opposants, à nous attaquer à la population, bien évidemment, il faudra accepter de pouvoir répondre de nos actes. Mais je dis, on peut être partie prenante de la CPI et ne pas collaborer avec la CPI. Et c'est ce que nous constatons. Alors, c'est une question de collaboration. Maître Sosa, c'est une décision aujourd'hui historique d'acquitter Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Est-ce quand même, on n'est pas en droit de se poser cette question? Est-ce que ce n'est pas un boulevard pour les crimes et les exactions? Mais non. Encore une fois, non. Il faut savoir raison garder. Cette même CPI, dans un premier temps, avait condamné monsieur Jean-Pierre Bemba. Et c'est en appel seulement qu'il a été acquitté. Attention, ça veut dire que le procès a été tenu de bonne manière, de façon à ce que, en première instance, des juges, en sous-pesant les charges qui étaient apportées par l'accusation, ont décidé qu'il était coupable. Et puis ensuite, d'autres juges. Et c'est ça le principe de justice, c'est-à-dire avoir droit à une révision de la décision qui a été prise. C'est un acquis des droits humains que nous devons protéger. Et aujourd'hui, vous voyez, dans beaucoup de pays, on peut faire appel même d'une décision de la cour d'assises. Donc, il faut protéger absolument ce principe. Et ce n'est pas parce que des juges, en première instance, vous ont trouvé coupable que ça doit être définitif. D'autres juges peuvent corriger les erreurs commises par des juges de première instance. Et ce principe-là, il est valable aussi bien aux criminels que dans la justice civile. Et c'est une bonne chose. Et ce n'est pas parce qu'on a acquitté certains qu'il faut dire c'est un boulevard ouvert. Non, si vous autres vous y prenez mal et que vous êtes arrêtés, peut-être que des charges seront réunies contre vous et que vous serez poursuivis et condamnés. Ici, c'est parce que nous avons un dossier qui est mal engagé. On a d'abord voulu poursuivre des auteurs politiques, enfin des auteurs intellectuels, on a supposé, et politiques, plutôt que de rechercher les auteurs matériels. Parce qu'on a vu des images tout à l'heure. Quand on voit des soldats en train de bastonner à mort un civil, vous pensez franchement que c'est Laurent Gbagbo qui en est responsable parce qu'il est le chef des armées? Non, on devrait plutôt faire son travail correctement pour dire quel est ce bataillon, qui en sont les membres, qui est le chef de ce bataillon, de cet escadron, et aller les chercher eux. Là, on aurait fait une justice qui aurait travailler correctement. C'est parce qu'on est allé rapidement en besogne. Monsieur Ouattara voulait se débarrasser de ce prisonnier encombrant, l'a envoyé à La Haye, et finalement on s'est retrouvé devant une situation où il est là, mais il n'est pas coupable. Oui, Aimé a dit, lorsqu'on fait éplucher des milliers de vidéos, on fait écouter plus de 80 témoins, et qu'à la fin il n'y a plus de preuves suffisantes pour culpabiliser. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Oui, bien sûr, on peut dire qu'il y a un problème. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, je le dis, il ne faut pas faire le procès de l'institution qui a rendu la justice. Il vaut mieux penser à comment on a pu arriver à cela. D'ailleurs, pour rajouter, c'est que Madame la procureure a fait appel de la décision. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une procédure normale de justice. Je pense plutôt qu'il faudrait s'en inspirer parfois pour nos juridictions nationales, où parfois on est très rapide, enclin à pouvoir rechercher, comme il le disait, les opposants pour les mettre au cachot. Donc, c'est important. Et donc, deuxièmement, il y a un problème, parce qu'il y avait eu aussi un débat sur le budget de la CPI. Ça, c'est des trucs... Oui, le budget de la CPI, oui, la Cour pénale internationale, il faut le rappeler, voilà, a quand même un budget de 150 millions d'euros par an. Imaginez, donc, il y a eu... Les ONG avaient déjà fait un travail là-dessus et avaient sévèrement critiqué. Vous estimez que ce budget, il est insuffisant? Il est insuffisant, mais c'est qu'il est mal géré. Il est mal géré, il est mal réparti. Tout simplement parce que les procédures sont trop longues. Et en fin de compte, on met toute une machine derrière et à la fin, ce n'est plus efficace.
Donc c'était ça l'une des critiques, parce qu'il y a eu tout ce que nous disons, nous, en tant qu'ONG, au fait, on n'est pas des États. Vous voyez, on fait un débat ici où, en réalité, c'est les États qui décident. Quand il y a, et d'ailleurs, je précise que c'est un Africain qui est le président de l'ensemble de la conférence des États partis au statut de Rome, le Sénégalais. Donc, c'est le ministre qui était le ministre de la Justice entre-temps du Sénégal. Et donc, c'est important de voir combien de fois les États africains ont aussi la possibilité d'influencer à la base les décisions qui vont dans l'organisation de la CPI. Pas les décisions, mais au moins comment les chambres sont organisées, comment on répartit les ressources, c'est important de le savoir. Et donc, il y a tout un problème là-dedans. Je pense qu'il y a tout un schéma à revoir par rapport au processus de gestion de la Cour pénale internationale. Vous avez vu les bureaux ouverts par Madame la procureure dans certains pays, mais pas dans d'autres. Et donc on ne peut pas ouvrir un bureau à Abidjan qui sera en mesure, par exemple, d'écouter facilement, par exemple, des réfugiés ivoiriens ici au Togo. Donc il y a tout un problème que nous avons soulevé, qu'on avait Aimé a dit, Laurent Gbagbo a quitté, c'est dans l'ordre normal des choses, c'est le cours de la justice. Aujourd'hui, les victimes semblent être sans voix. Alors qui pour rendre justice à ces victimes? Non, je pense que le travail ne doit pas s'arrêter là. On l'a vu, avant que Bemba ne soit acquitté, il y a eu une autre condamnation d'un de ses lieutenants. Donc ça voudrait dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a tué et qui a fait quelque chose. Et donc pour moi, le processus doit continuer. Et cela, je le dis toujours, va dépendre des victimes elles-mêmes. Ce n'est pas de la volonté d'un président de la République, ni de son opposant premier. Voilà. Il faut que les victimes elles-mêmes s'organisent et sachent que même si c'est dans 10 ans, 20 ans, la procédure toujours peut commencer dans une autre juridiction, que ce soit au niveau national ou ailleurs. C'est possible toujours de continuer par rechercher la vérité. Comme le disait Maître, l'essentiel n'est pas d'avoir, pour moi, ce que j'appelle les stars de la justice. C'est-à-dire essayer d'avoir des gens pour dire qu'on a eu des pigeons qu'on va présenter aux victimes. Il faut vraiment faire un travail de longue haleine. Je pense que même la justice nationale, déjà, c'est là les moyens et elle a déjà des compétences. On peut déjà engranger quelque chose là-dessus. Je sais qu'il y a les contingences. Mon ami me dira les contingences politiques au niveau national, mais je pense que quand il y a la volonté, on peut effectivement s'avancer. Et de toute manière, la Côte d'Ivoire bientôt va s'engager dans un autre processus électoral. Cela va probablement nous permettre aussi de savoir comment les nouveaux dirigeants ou les dirigeants actuels seront maintenus, parce que je ne veux pas polémiquer sur la candidature. Alors, Jean-Claude, ce procès a été très bien suivi en Côte d'Ivoire, dans votre pays. Alors, l'une des priorités du président actuel Alassane Ouattara, c'est le processus, c'est la réconciliation. Est-ce que, justement, ce processus a-t-il encore une chance d'aboutir? Que lui reste-t-il encore? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas de réconciliation pour ce qui concerne la politique du chef de l'État actuel. Je pense qu'il est plus tourné vers qui va succéder pour pouvoir continuer bien cette politique qu'il a mise en place. Et donc, les regards du pouvoir d'Abidjan sont bien évidemment tournés vers l'élection de 2020. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on avait estimé pour la plupart des Ivoiriens que la libération de Laurent Gbagbo, eh bien, déjà, depuis il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans derrière, pouvait participer activement au processus de réconciliation. Le pouvoir d'Abidjan actuel ne peut pas parler de réconciliation. On attendra certainement la mise en place, je dirais peut-être de nouveaux pouvoirs ou d'alternance en 2020 pour qu'on puisse reparler encore du dossier réconciliation. On a eu un chef de file qui conduisait le dossier de la réconciliation, qui était Charles Konabani. On a fini avec Charles Konabani qui a rendu bien évidemment la conclusion de ses travaux. La réconciliation en Côte d'Ivoire n'a jamais été effective. Nous estimons qu'avec l'acquittement de Laurent Gbagbo, on pourra peut-être parler de réconciliation. Mais je suis d'avis avec le directeur d'Amnesty qu'il ne faut pas arrêter bien évidemment ce processus. Il faut continuer à rechercher la vérité, continuer à rechercher qui sont réellement les coupables. Et c'est pourquoi la même communauté internationale qui habiterait la situation en Côte d'Ivoire doit continuer de conjuguer des efforts pour que la justice aille bien évidemment à son thème. Et aller à son thème n'est pas seulement l'acquittement de Laurent Gbagbo. Aller à son thème, c'est bien évidemment dire qui sont responsables, qui sont les responsables de ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de le savoir. Et bien évidemment, il ne suffit pas de dire qu'à partir d'aujourd'hui, aucun Ivoirien ne va là. Si aucun Ivoirien ne va là, on envoie les Ivoiriens où pour être jugés en Côte d'Ivoire. D'accord.
nous voulons qu'ils soient jugés en Côte d'Ivoire, mais arrêtons-les d'agir. Déjà, si nous arrêtons, eh bien ceux qui sont coupables dans l'autre camp et qui sont déjà gardés dans les cachots en Côte d'Ivoire, je crois qu'on donne un signal très fort à ce pays qu'une justice sera rendue. Mais jusqu'à ce jour, malgré qu'il y ait une loi d'amnistie, il y a encore les partisans de Laurent Gbagbo qui se trouvent en prison. On voudrait qu'il y ait aussi les chefs de guerre en prison. De sorte qu'on sache, bien évidemment, que la Côte d'Ivoire a l'envie de pouvoir trouver une bonne justice pour l'ensemble des Ivoiriens. Alors, Maître Sosa, au nom de cette réconciliation, Alassane Ouattara avait accordé la grâce présidentielle à plusieurs détenus, et parmi lesquels des détenus politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et son éventuelle peut-être libération, est-ce que c'est un coup de pouce pour ce processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Il faut le souhaiter, mais encore une fois, je vais diverger légèrement de l'opinion de mon prédécesseur. Non, je crois qu'il faut vraiment que nous fassions attention. La justice n'est pas un instrument politique. La réconciliation, c'est un processus politique. Vous avez beau avoir en prison tous vos opposants politiques, les libérer après ne vous réconcilie pas nécessairement. Vous voyez, et je prends toujours exemple sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ils ont été très courageux en inventant le principe de la vérité avant la réconciliation. C'est la vérité qui va amener la réconciliation et pas la justice répressive. C'est pas parce qu'on aura mis plus de gens en prison qu'il y aura satisfaction dans les cœurs. Le simple fait que tout le monde, acteurs de la vie politique, reconnaissent sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé, va contribuer considérablement à apaiser les cœurs et à être un facteur de réconciliation plus accéléré que mettre tel ou tel en prison et le libérer après. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Bon, il faudrait qu'on tourne la page véritablement. Et en évitant justement de faire procès sur procès aux uns aux autres et utiliser toujours la justice comme un instrument politique justement. Parce que si on décide en Côte d'Ivoire qu'il faut vraiment faire table rase de tout ça et qu'on sait qui ont été responsables à part égale de telles exactions, à Douekoué par exemple, de telles exactions, à Yopougon par exemple, mais ça sera une façon de dire, ok, voilà les victimes, l'État ivoirien va les indemniser et au nom de la paix que nous voulons, nous avons pris une décision politique d'indemnisation. Foin de juridisme. Qui est coupable, qui n'est pas coupable. On sait maintenant qui est coupable, mais on ne veut pas continuer à mettre les gens en prison pour ça et on fait un agenda politique de réconciliation. Ça me paraît beaucoup plus efficace que de dire on attend pour la satisfaction des victimes que d'autres aillent encore en prison parce que ça n'arrivera pas. Et donc les victimes seront frustrées à jamais. Alors, monsieur a dit aujourd'hui une question qu'on se pose aussi. Laurent Gbagbo acquitté et maintenant? Voilà, je pense qu'on fait parfois des procès d'intention d'ailleurs parce que j'attends voir la réaction officielle des autorités ivoiriennes et puis voir aussi quelle est la machine qui sera enclenchée au niveau national. C'est très important parce que pour l'instant tout le monde polémique, chacun essaye d'avancer des idées, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. La récupération politique qu'on pourra avoir ou les répercussions qui pourront se faire dans le pays. Il y a toutes ces hypothèses-là qui y vont. Mais encore une fois, je ne peux pas, en tant que membre d'Amnesty, ne pas parler des victimes. Ça serait dommage. Bien sûr, ce n'est pas seulement la justice qui va régler les problèmes pour la réconciliation, pour les victimes, mais la voix des victimes, pour moi, compte d'abord. Vous voyez, durant tout ce processus, vous me parlez de 82 témoins et tout ça. Par rapport au nombre de victimes que vous avez eu dans le pays, je pense que c'est rien du tout. Donc la CPI, pour moi, ne pouvait pas, même si Gbagbo avait été condamné ou libéré ou tout ce qu'on pouvait avoir, n'est pas pour moi le sommet de la résolution de la crise ivoirienne. Ce n'était qu'un aspect du problème. Donc, pour moi, aujourd'hui, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait de cette décision pour que, effectivement, les victimes en Côte d'Ivoire reconnaissent que au fait quelque chose a été fait pour pouvoir les écouter et répondre à leurs besoins. Parce que c'est très facile parfois de parler au nom des personnes qui ont été blessées parce qu'on a
un objectif. Souvent, c'est ce que nos autorités disent. La réconciliation ou rien, la réconciliation et le développement. Mais en fin de compte, laissez quand même ceux qui ont été blessés, meurtris dans leur cœur, vous dire ce qu'elles veulent. Ça, c'est très important. Jean-Claude, quel avenir pour Laurent, quel avenir politique pour Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y en a encore? Ben, moi, je pense que Laurent Gbagbo est ivoirien, qu'il peut décider, bien évidemment, de pouvoir servir son pays, soit en entrant encore, en revenant sur la scène politique, mais cela dépend de Laurent Gbagbo lui-même. Mais j'estime que pour les différents partis, depuis cette classe politique ivoirienne, chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter pour le bien des Ivoiriens. J'en veux pour preuve Henri Konan Bédié, qui a géré notre pays. Ensuite, on a eu Laurent Gbagbo, qui a fait 10 ans. Ouattara, qui fait 10 ans. Il faut peut-être penser maintenant à une nouvelle classe politique. Mais cependant, je dis qu'il a le droit. Il a le droit parce qu'il est ivoirien. Et si la constitution ivoirienne lui donne le droit d'être candidat, pourquoi ne pas l'être? Pourquoi ne pas être là? Ou encore servir la Côte d'Ivoire? On a besoin de tous les Ivoiriens. On a besoin de tous ceux qui peuvent apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Mais cependant, je crois que l'avenir politique de Laurent Gbagbo dépend de Laurent Gbagbo lui-même. Voilà ce que je peux dire. Maître Sosa, vous imaginez un avenir politique pour Laurent Gbagbo? Oui, très certainement, parce que Laurent Gbagbo est un animal politique. Ça fait très longtemps qu'il ne vit et ne respire que politique. Et à mon avis, il aura beau jeu justement de capitaliser cet acquittement sur la scène politique, et je crois que personne ne lui fera reproche. Cependant, je pense que, et vous l'avez dit tout à l'heure, il est temps que la Côte d'Ivoire connaisse autre chose, parce que vous vous rendez compte, depuis la mort d'Houphouët, c'est à peu près les mêmes personnes qui occupent la scène politique. Bon, on les a assez vus. Et malheureusement, l'avenir proche ne nous promet pas un renouvellement immédiat. On aura encore les avatars du même système qui va continuer. RHDP, PDCI ou RDR, on ne sait pas trop sous quelle étiquette, mais c'est les mêmes acteurs politiques. Ça aussi, c'est le problème. Et il ne faut pas oublier, et c'est là où quand même je vais faire une prière à l'attention de M. Laurent Gbagbo. Je ne voudrais pas qu'il se mêle encore d'élections présidentielles, parce que c'est justement la crise ivoirienne, il faut toujours se le dire et le rappeler, elle a commencé parce que on a voulu écarter un certain Alassane Ouattara. Et celui par qui la faute a été commise n'est pas Laurent Gbagbo, c'est plutôt Henri Konan Bédié. Donc la crise politique ivoirienne, c'est ça d'abord. Donc quand on parle de chercher les coupables, les victimes, chercher les coupables, elles sont à chercher dans toute cette histoire-là ensemble. Et ceux qui ont tué le général Gueye, on les a toujours pas jugés. Et vous pensez que la famille et les proches de Gueye ne sont pas victimes de quelque chose? Ça fait partie de la crise ivoirienne. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle je dis, si on veut à tout prix que ce soit la justice qui soit l'instrument de la réconciliation, on ne va jamais arrêter le cours malheureux de la crise, parce que ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quelle victime et jusqu'à quel autre coupable? Donc il faudrait peut-être que M. Laurent Gbagbo, atteint par la sagesse, après 7 ans de captivité, aujourd'hui complètement reconnu comme injuste, dise: ok, d'accord, je peux continuer à servir mon pays, mais pas nécessairement comme président de la République. Il a plein de ressources personnelles et il a tellement à donner en tant qu'Africain et en tant qu'ancien président de la Côte d'Ivoire. On peut faire des choses magnifiques en étant ancien président. Mais Adi, nous sommes à presque un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette échéance ne risque pas de donner une tentation à Laurent Gbagbo? Je ne sais pas, je ne suis pas un grand analyste de la vie politique, mais je sais tout simplement que parfois les gens font de la politique un métier. Et donc quand on en fait un métier, parfois la tentation est forte. Et j'espère que la prière de Maître ira tout droit au cœur de Laurent Gbagbo. Mais dans le cas contraire, comme l'a dit l'autre ami à ma droite, Jean-Claude, que le droit soit dit dans ce genre de cas.
Mais l'essentiel pour moi, toujours on appelle au renouvellement de la classe politique, presque dans tous les pays, mais bon, parfois, c'est pas vraiment un vrai renouvellement. On recopie les mêmes clones qu'on apporte sous d'autres noms et on recopie les mêmes tares qui se font dans la vie politique. Ce qui est important pour moi, c'est toujours la grande réflexion qu'il faut avoir. Comme on le fait ici, un débat, vous voyez, on n'a pas tous les mêmes opinions, on n'a pas toutes les mêmes analyses, mais quand même, vous voyez, on essaie quand même d'aboutir. Il faut qu'en Afrique, on arrive à là. Vous voyez, ce que pour moi, on peut critiquer les Européens, les Occidentaux, tout ce qu'on peut dire. Mais quand vous voyez quand même à quel niveau quand même ils ont atteint de débattre de leurs propres problèmes, quand même vous voyez que la société a un peu évolué. Nous, en Afrique, on n'a pas encore atteint ce débat. Vous aurez vu des gens ici se battre sur un plateau juste pour un i qui manque de tréma ou de points. Donc, il faut qu'on arrive, et que sur la scène politique, on en arrive à cela. Que les gens sachent qu'on est tous passagers. Et parfois, on s'y accroche tellement au pouvoir. Tout ce qu'on dit là, ces pays et tout, qu'est-ce qui conduit à ça? Pourquoi les Africains sont là? C'est la quête du pouvoir, ou le fait de le conquérir ou de le garder. Donc, j'espère et je souhaite que peut-être que Laurent Gbagbo pourra penser à une autre carrière, pourra être utile, et que je pense que par exemple l'Union africaine a encore besoin de beaucoup de talents. Alors Jean-Claude, est-ce qu'aujourd'hui le FPI, sa famille politique, a encore un poids en Côte d'Ivoire? Le poids politique du FPI est réel. On a écarté son mentor et vous voyez qu'il est en train de revenir. Certainement qu'il va participer à l'unité de ce parti. On est en train de voir un bloc important et compact se créer hors du RHDP unifié qui va naître de manière officielle le 26 de ce mois. La nouvelle trouvaille du président Ouattara. Voilà, on a donc face à ça un Henri Konan Bédié qui lui estime qu'il a encore un rôle important à jouer, donc il veut créer un autre bloc avec le FPI de Laurent Gbagbo associé à Guillaume Soro. Donc le FPI reste incontestablement un parti politique avec lequel il faut compter en Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup de membres, ils ont quand même dirigé la Côte d'Ivoire et vous rappelez que Laurent Gbagbo c'est plus de 40% de l'électorat ivoirien quand il était là et ces personnes sont encore là. Il y en a beaucoup en exil, il y en a partagé entre cette petite branche créée par l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo qui est Pascal Afingessa. Mais je pense que la sortie de Laurent Gbagbo va faire taire les dissensions au sein de son parti pour qu'on puisse voir un parti politique d'opposition plus fort. Donc j'estime que Laurent Gbagbo a encore du monde, un beau monde derrière lui en Côte d'Ivoire. Alors on a vu quand même un parti, un FPI un peu fébrile après la disparition de celui qu'on a appelé le gardien du temple, Aboudraman Sangaré. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'acquittement et peut-être le probable retour d'Alassane de Gbagbo, on veut dire, en Côte d'Ivoire, ça va quand même lui permettre de reprendre du poil de la bête? Oui, je le disais tantôt, vous savez, les dissensions au sein du FPI, c'est parce que la tête même, pensant du FPI, n'était pas là, c'était dans les cachots, très loin de la Côte d'Ivoire. Mais malgré sa présence hors de la Côte d'Ivoire, vous remarquez que les différentes parties voudraient bien évidemment se rendre à la haie, avoir la bénédiction de Laurent Gbagbo pour tel ou tel. J'estime que la sortie de Laurent Gbagbo va bien évidemment participer à l'unité au sein de son parti. Laurent Gbagbo dehors, Simon Gbagbo dehors, c'est le FPI qui se retrouve, c'est la famille qui se retrouve. Donc je me dis que certainement il faut faire compter avec ce parti pour les élections qui arrivent. Pour la présidentielle prochaine. Alors, Maître Sosa, dans un contexte de déchirement de l'alliance RDR, de Alassane Ouattara et de PDCI, d'Henri Konan Bédié, c'est plutôt une aubaine pour Gbagbo? Écoutez, j'ai peur de ne pas partager complètement cette vision des choses. Une aubaine pour Laurent Gbagbo, pourquoi? Parce que, en fait, quand je regarde le cheminement politique de Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, s'est battu quand même pour la Côte d'Ivoire et pour rendre effectif une mentalité panafricaine en vue de l'enracinement de la démocratie. Alors, je ne vois pas un homme avec un tel pédigré venir encore se jeter dans l'arène politique en jetant de l'huile sur le feu. C'est pour ça que je dis, personnellement, si j'étais un de ses proches, je l'inciterais à autre chose. C'est-à-dire que sa venue, après 7 ans de captivité,
lui permettent en quelque sorte de conquérir l'image de quelqu'un qui a été sanctifié. Sanctifié par cette espèce de purification de l'acquittement. Et qu'il revienne en étant plus positif dans l'arène politique, qu'il permette par son action et sa parole de réunir ceux qui étaient désunis. Ça me paraît être un rôle beaucoup plus noble que de venir jouer la politique politicienne en attisant encore le feu de la division et en tirant les ficelles qui vont finalement mettre le pays à eux et à dia encore une fois. Parce que, bon, mais, écoutez, considérons que maintenant Ouattara a eu ce qu'il voulait, et il a eu et le pouvoir et la tête de Gbagbo. Bon, pendant 7 ans, il a écarté, il a eu la paix pour faire ce qu'il avait à faire. Mais pour la continuité de la paix, justement, et le développement de la Côte d'Ivoire, on a besoin d'autre chose. Et voyez, moi, ces petites querelles de chapelle, RHDP, FPI, des alliances qu'on promet, vengeresses les uns contre les autres, je dis, il serait dommage qu'on trouve la main de Laurent Gbagbo encore aller touiller cette boue-là. C'est la raison pour laquelle, pour lui, j'espère, en tout cas, que mes prières seront exaucées. Pour lui, j'entrevois d'autres projets, des projets plus nobles. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Union africaine a besoin d'experts. Et avec son expertise, bon, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Vous avez parlé de justice communautaire, par exemple. Pourquoi ne pas imaginer une cour régionale pour régler les contentieux électoraux, où à chaque fois on a toujours les mêmes cours constitutionnels qui penchent toujours du côté, c'est la tour de Pise constitutionnelle systématiquement que nous avons. Si on a, à l'instar de la Cour de justice de la CEDEAO, une instance qui a pour statut de régler les contentieux électoraux dans la sous-région et que Laurent Gbagbo en soit le grand pape, pourquoi pas? C'est un rôle magnifique pour lui, parce que c'est des crises électorales qui l'ont emmené dans cette galère, et c'est par la résolution des crises électorales qui va finalement accomplir une mission très bénéfique pour toute l'Afrique, et je pense que je le vois beaucoup plus grand dans cela que dans le petit jeu politique. Aimé a dit, il y a une personne dont on a peut-être peu parlé sur ce plateau, c'est son lieutenant Charles Blé Goudé. Alors Jean-Claude a parlé d'une nouvelle classe, peut-être Charles Blé Goudé, la béquille ou le second souffle de Laurent Gbagbo s'il décidait de se mettre à l'ombre. Oui, probablement, on peut penser à cette hypothèse. Vous avez aussi l'autre lieutenant du camp d'en face aussi, Soro aussi, qui tente aussi de nouer ses contacts. C'est ce que j'allais dire, que parfois on peut penser au renouvellement de la classe politique, mais parfois on renouvelle les mêmes clones, parce que c'est les mêmes idées. J'espère qu'ils ont changé. De toute manière, c'est aux Ivoiriens de déterminer effectivement ce qu'ils veulent. Et je crois que pour moi, fondamentalement, ce qui est important, c'est que quand la démocratie s'enracine dans un pays, tous ces querelles n'ont pas de voix, non plus d'issue, parce que chacun est d'accord par rapport aux résultats des élections et que des institutions sont totalement indépendantes et peuvent rendre justice. Et donc c'est là que je salue vraiment le travail de la CPI, même si on doit la critiquer. Parce que imaginez que Laurent Gbagbo aurait été jugé par une juridiction ivoirienne. Une seule hypothèse. Parfois, c'est facile de condamner la CPI, rapidement de dire « Ah, c'est les Africains ». Mais supposez que Bemba soit jugé par un tribunal de la RDC. Serait-il aujourd'hui en mesure d'aller à Genève négocier un accord avec un opposant? Donc, parfois, il nous faut parfois des institutions comme ça pour nous calibrer, pour nous tracer le chemin et pour nous aider à mieux faire. Et donc, pour moi, bon, que si Charles Blé Goudé veut se lancer, qu'il se lance, mais pour moi, que le droit soit respecté et que la justice soit faite en Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Claude, comment entrevoyez-vous l'avenir politique d'un pays comme le vôtre, la Côte d'Ivoire, avec un retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé? Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est évident que ça va changer quelque chose. Vous savez que la situation de la Côte d'Ivoire pour les élections que nous avons connues fait toujours partie de l'après-Félix Houphouët-Boigny. Donc l'après-Félix Houphouët-Boigny, c'est cette classe politique dont nous parlons maintenant. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, l'opposant historique, et ensuite Ouattara, le technocrate, qui a été déniché par toujours Félix Houphouët-Boigny. Nous espérons que nous voulons finir avec l'après.
Houphouët-Boigny. C'est une finition avec l'après Houphouët-Boigny. Bien évidemment, il faut passer à la nouvelle classe politique. Cependant, on ne peut pas refuser à Laurent Gbagbo de faire un choix. Le choix certainement revenir s'il estime qu'il peut encore apporter plus à la Côte d'Ivoire. Ce que nous conseillons, nous estimons, bien évidemment, comme l'autre l'a dit, il est un monument important, il est un animal politique, il le dit lui-même, il est utile pour apporter beaucoup de conseils, mais s'il estime qu'il veut revenir sur la scène politique, on va apprécier, il sait ce qui se passe sur la scène politique, tous les coups souvent sont permis, c'est évident. Ce qu'il faut par contre dire pour ce qui concerne le renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire, je dis qu'il faut craindre les élections de 2020. Il faut craindre les élections de 2020 parce que généralement, de manière générale, en Afrique, nos élections sont appelées les élections à risque. Et déjà, nous avons vu l'avant-goût de ce qui va se passer en 2020 à travers les élections municipales que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Pour les élections municipales, il y a eu 5 morts. C'est trop. En Côte d'Ivoire. Gbagbo n'était pas là. En Côte d'Ivoire, même parler de 2 morts, après ce qu'on a connu en 2010, c'est trop. On avait estimé qu'on a tiré les leçons de la grande crise de 2011 et qu'il y a eu trop de morts pour une élection. Et donc déjà pour l'élection municipale, qu'on a enregistré 5 morts. Et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, nous sommes en 2019, mais le contentieux électoral en Côte d'Ivoire n'est pas fini. Et donc, c'est inquiétant. Ça donne des signes qui font peur aux Ivoiriens pour 2020, qui est juste à 2 pas. Et donc, j'estime que Laurent Gbagbo ne pourra pas certainement être là en 2020. Voilà. Alors, Maître Sosa, vous qui avez regardé peut-être de loin Laurent Gbagbo, l'homme, alors, pour le décrire, que direz-vous? Est-ce que, peut-être, comme le disent certains, le visage de cette classe de dirigeants africains qui veulent un continent complètement libéré, indépendant? Oui, je crois que ça a été son premier tort. Je crois que Laurent Gbagbo a payé aussi une certaine détermination trop affichée parfois à se débarrasser des reliquats de la France-Afrique. Parce que il faut savoir qu'il a déchu plusieurs entreprises françaises de certains marchés publics en faveur de Chinois ou d'entreprises d'autres pays, turcs par ailleurs. Donc ça fait partie aussi du problème Gbagbo. Parce que l'homme Gbagbo posait problème. Il posait problème à certaines puissances internationales, dont la France, pour ne pas la nommer. Et à partir de ce moment-là, la France avait décidé de lui faire la guerre. Lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, Sarkozy n'a pas fait mystère de son hostilité à Laurent Gbagbo. Et tout le monde sait que Sarkozy a travaillé à l'installation de son ami personnel, Alassane Ouattara, au pouvoir. Donc tous les coups étaient permis. Et quand Alassane Ouattara s'est installé, il a reçu les dividendes. Enfin, la France a reçu les dividendes de son action pour son installation, c'est-à-dire les marchés, etc. Donc Laurent Gbagbo a toujours été contre cela. C'est aussi la cause de sa détestation par certaines puissances internationales, dont la France est le porte-voix la plupart du temps. Donc oui, Laurent Gbagbo, comme personnage politique, a dérangé, il va continuer à déranger. Laurent Gbagbo, par ses prises de position intellectuelles en matière de libération de l'Afrique, parce que c'est un historien. Et il l'a dit, moi j'ai fait l'histoire pour comprendre mieux l'Afrique, pour mieux la défendre. Mais il fait partie probablement des rares chefs d'État africains à n'avoir pas des biens à l'étranger. Je ne pense pas que dans son patrimoine on trouvera trace d'un appartement, même pas à Asnières ou à Argenton-sur-Creuse. Hein. Il a même été déclaré indigent à la Cour pénale internationale. Voilà, vous voyez. Curieusement. Donc, oui, mais curieusement, mais il en faut des chefs d'État comme ça. Il en faut, parce que Laurent Gbagbo l'a toujours dit. Je n'ai pas fait de la politique pour m'enrichir. Si je voulais m'enrichir, je serais homme d'affaires. Il fait de la politique pour autre chose, pour promouvoir des idées. Et c'est moi, dans ce chapitre-là, que je le reconnais et que j'ai envie de le suivre. Aimé a dit, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Alors, vous avez évoqué le projet d'une justice pour les Africains, peut-être une institution judiciaire sur le continent pour
s'occuper de ces dossiers comme celui de Laurent Gbagbo. Cela fait longtemps qu'on caresse cette idée, mais jamais on arrive à une véritable concrétisation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour finir très rapidement. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il manque vraiment une bonne volonté des chefs d'État africains. Ils passent beaucoup plus leur temps à se protéger qu'à protéger leurs citoyens. Et donc, je pense que ça, pour moi, c'est toujours la conclusion que j'ai toujours tirée des débats africains. Tout texte qui veut passer à l'Union africaine, on pense toujours au chef d'État qui veut se protéger, quel est son intérêt, comment faire tout pour qu'il puisse perdurer au pouvoir. Pour moi, ce qui est essentiel, le jour où les Africains, où les autorités africaines vont vraiment mettre d'abord au centre leurs propres citoyens, les défendre. Voyez-vous comment un pays comme le Canada traite une affaire d'un seul Canadien condamné en Chine. Mais si c'est en Afrique, on va penser que c'est carrément... On l'a compris, Ça relève d'une volonté politique surtout. Merci à vous, Aimé Adi, directeur exécutif d'Amnesty International Bureau Togo. Merci à Jean-Claude Drocessier, vous êtes président du Parlement africain de la société civile. Merci à Maître Eric Emmanuel Sosa, vous êtes avocat au barreau du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. À très vite. Nous allons rendre l'antenne pour une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.